Bonjour à tous. Ce soir, Laurent Bonjour. Hayet et moi-même avons le plaisir de recevoir Gwenine Tanguy, qui nous a fait l'amitié de faire un bel article dans Collapsus. Cet article s'intitule « Femmes, démographie, écoféminisme, 3 points de suspension. Quelle responsabilité des rapports de domination dans l'effondrement ?» Point d'interrogation. Et initialement, on était parti sur l'idée simplement de demander à Gwenine, qui est conférencière sur ces questions-là, écologie, effondrement, transition, de nous parler de l'écoféminisme. On se demandait quelle est la place de l'écoféminisme. Et puis avec la réponse de Gwenine, avec cette dimension qui en appelait d'autres, on s'est rendu compte que l'écoféminisme était une question à tiroir, littéralement. Donc Gwenine en ouvre un certain nombre dans son article, peut-être un peu trop vite, mais c'était le jeu, on a limité le nombre de signes qu'elle avait pour s'exprimer. Donc on va prendre le temps aujourd'hui de questionner un peu mieux ces engagements, en commençant d'abord par voir ce qu'est l'écoféminisme au sens large, ensuite la façon dont Gwenine travaille les différentes questions qu'elle aborde professionnellement, et puis nous parlerons du monde d'après, de ce qu'on peut en entrevoir. Donc on va commencer par cette question à tiroir. Qu'est-ce que l'écoféminisme et où est-ce qu'il nous entraîne une fois qu'on y rentre? Alors, l'écoféminisme, c'est un mouvement un peu complexe qui est loin d'être binaire, en fait. Le point commun entre les différentes formes d'écoféminisme, c'est de questionner est-ce que la domination des humains sur la nature n'aurait pas quelque chose à voir avec la domination des hommes sur les femmes. Donc voilà, vraiment une remise en question des moyens de domination et de la façon de juger les choses de façon binaire. Pourquoi est-ce que ce qui est culturel serait plus valorisé que ce qui est naturel? Pourquoi est-ce que les hommes seraient jugés supérieurs aux femmes? Pourquoi est-ce ce qui est rationnel aurait plus de valeur que ce qui est émotionnel? Puisque finalement, c'est ça aussi qui nous rend humains. Et donc, d'une façon plus générale, toutes les formes de domination, et entre autres aussi les personnes racisées par rapport aux personnes blanches, etc. Donc ensuite, dans ces différents courants de l'écoféminisme, ce qui fait point commun, c'est donc la remise en cause des questions hiérarchiques. Ça remet en question aussi le capitalisme en lui-même. Et puis la marchandisation du vivant sous prétexte d'une soi-disant rationalité de cette question-là. Et moi, j'ai développé une question qui, pour moi, relève de l'écoféminisme, mais qui n'est pas forcément identifiée comme ça jusqu'à présent. C'est le fait que, de mon point de vue, enfin, je le vois et je l'ai également vérifié, les femmes continuent à subir une pression, alors les femmes et les personnes en général continuent à subir une pression pour avoir un enfant, et souvent même un deuxième et un troisième enfant, alors que la surpopulation mondiale est un des problèmes, c'est loin d'être le seul, hein, mais c'est un des problèmes écologiques. La population mondiale, elle a quasiment doublé sur le temps de ma vie. On est passé de 4 milliards en 1975 à 7,7 milliards aujourd'hui, et ça, clairement, c'est problématique à bien des niveaux, et ne serait-ce que pour laisser des espaces sauvages sur la planète Terre. Donc, on voit là le graphique de l'évolution de la population mondiale sur les millénaires précédents. En fait, on considère qu'on était à 250 millions d'humains dans l'an 1, 1 milliard en 1800, 2 milliards en 1930, et comme je vous l'ai dit, 4 milliards en 1975 et 7,7 milliards aujourd'hui. On a vraiment une explosion démographique qui est problématique. La planète et l'humanité n'arrivent pas à gérer cette surpopulation. Ah, micro. Laurent? Ou alors c'est moi qui n'entends pas. Non, la question qui se pose, c'est la dimension également de consommation, parce qu'il y a deux facteurs, c'est le nombre d'humains et leur niveau de consommation. Du coup, ça fait deux leviers sur lesquels agir,
Mais Tout à tu fait. évoques à un moment dans tes travaux la possibilité d'abroger certaines politiques natalistes. Est-ce que tu pourras en dire un peu plus sur le fait qu'il y a une pression sociale pour que les femmes aient des enfants et en quoi cela pourrait aider à améliorer la situation que d'alléger cette pression? Oui, alors déjà, j'ai envie de parler au niveau mondial. On a chaque année 75 millions d'humains en plus. Hein, le nombre de naissances moins le nombre de morts, c'est 75 millions d'humains en plus. Chaque année, il y a 80 millions de grossesses non désirées, dont un tiers va arriver à terme et un tiers amènera des avortements parfois risqués pour les femmes. Donc ça, c'est au niveau mondial. Il suffirait, en termes de politique, de satisfaire le besoin de contraception, la demande des femmes et des personnes en général. La contraception ne devrait pas être que féminine. Et au niveau de la France, il y a plusieurs choses qui sont des politiques natalistes. Il y a les allocations familiales, donc vraiment donner des aides. Alors, je vais traduire l'image qui vient d'apparaître. Ni la terre ni les femmes ne sommes des territoires de conquête. Alors, je reprends. Donc, les politiques natalistes, on a les allocations familiales qui sont données en fonction du nombre d'enfants. Donc, pas d'allocation familiale pour 0 enfant, pas d'allocation familiale non plus pour 1 enfant, hein, parce que vraiment, c'est quantité négligeable. Il commence à y avoir des allocations familiales, je crois, de 211 euros pour le 2e enfant. Et le 3e enfant, je crois, apporte 263 euros de plus. Et donc le 4e, le 5e à la même hauteur que le 3e. Quasiment sans condition de ressources. Alors depuis quelques années, il y a des conditions de ressources. Hein. Si on touche plus de 5 000 euros par mois, on a un petit peu moins d'aide. Moi, je pense que les aides, elles doivent être données aux gens qui en ont besoin et non pas pour valoriser le fait d'avoir eu des enfants. On a aussi, au niveau fiscal, un enfant représente une demi-part fiscale. Ça, c'est vrai pour le premier, le 2e, le 4e, le 5e, etc. Mais le 3e enfant, qui est vraiment le Graal, hein, fait bénéficier d'une part fiscale entière. Et ces politiques de l'État, en fait, elles influencent un peu, il n'y a pas que ça, hein, on est dans une culture nataliste globale, mais c'est quand même un signe fort de la part de l'État qui dit à tout le monde, c'est très bien d'avoir des enfants, faites des enfants, vous rendez service à la société. Et en fait, la pression, elle est globale. Voilà, une jeune femme qui dit je veux pas d'enfant, on lui répond oh, tu changeras d'avis et tu as pas peur de le regretter. Vous imaginez qu'on pose cette question-là à une femme enceinte et t'as pas peur de le regretter? Voilà, la pression elle est vraiment partout. Hein. Moi au niveau médical, j'ai vraiment subi aussi, voilà, je prévoyais un quart d'heure de marge à chaque rendez-vous parce qu'on m'expliquait que c'était vraiment bien d'avoir des enfants, quoi. Oui, j'ai une anecdote à ce sujet. Ma compagne, nous n'avons pas eu d'enfant, s'est vue dire par un gynéco que c'était dommage avec les hanches qu'elle avait qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc c'est vrai qu'on a ce genre de dimension complètement surréaliste parfois. Voilà. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression forcément que ça ait un impact si important. Alors, juste avant cette interview, on évoquait une étude qui était un peu controversée, mais qui disait qu'en fait, ne pas avoir d'enfant était la meilleure mesure écologique que l'on puisse avoir pour la planète. Ou du moins, c'est comme ça que ça a été présenté par les médias. Est-ce que tu souhaites réagir Avec sur cette plaisir. étude? Ouais. Voilà, donc elle s'affiche. Merci Théo. Et Gwenine? Alors, les chercheurs qui ont fait cette méta-analyse, hein, ces personnes se sont basées sur plusieurs études faites dans le monde et ça ne concerne que les pays développés. Hein. Donc, on compare les éco-gestes que l'on nous conseille. Il faut changer ses ampoules, il faut étendre son linge plutôt que d'utiliser le sèche-linge, il faut recycler, etc. Et on compare ça avec le fait d'avoir un enfant de moins. On voit que les éco-gestes permettent au maximum d'économiser 2,5 tonnes de CO2 par an, alors qu'avoir un enfant de moins permet d'économiser en quelque sorte 56 tonnes de CO2 par an.
Alors, on peut revenir sur ce 56 tonnes, qui peut éventuellement être exagéré, en particulier en France, puisque ça prend aussi en compte les États-Unis, le Canada, le Japon, beaucoup plus émetteurs que nous. En France, on considère qu'en moyenne, c'est 11 tonnes de CO2 par personne et par an, sachant que l'objectif pour ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique, ce serait 2 tonnes par personne. Et donc, on arrive à 56 tonnes parce qu'en fait, on ramène l'impact des enfants sur le temps de vie qui nous reste. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, ce que j'ai vraiment envie de dire sur cette étude, c'est de rappeler l'objectif des chercheurs qui ont réalisé cette étude. Le titre de leur recherche était, je lis, l'éducation et les recommandations des gouvernements ne tiennent pas compte des mesures individuelles les plus efficaces. En fait, ce que ces chercheurs cherchaient à critiquer, c'était que les mesures gouvernementales qui étaient proposées et ce qu'on met dans les manuels scolaires, ce sont des éco-gestes qui ont peu d'impact. Alors que les éco-gestes qui ont beaucoup d'impact, eux, sont toujours mis sous silence. Parce qu'en fait, ça consiste à consommer moins. Changer nos ampoules, c'est bien. Se passer d'une voiture, on n'en parle pas, il n'y en est pas question. Voilà. Et en fait, la question n'est pas du tout de faire des mesures individuelles vu l'état de la planète. L'objectif est vraiment, enfin l'attente est vraiment des mesures politiques fortes qui aient un véritable impact et que la communication aussi, elle soit juste, elle soit bien à la hauteur des enjeux et des gestes qui sont à faire. Encore un souci de micro. La consigne, c'est de couper le micro quand on n'est pas en ligne, et donc quand on y revient, il faut repenser à remettre le micro. Je vais faire l'objecteur et l'avocat du diable, étant un homme de 50 ans blanc, etc. Ça va, je vais être rentré dans le rôle. Avec deux questions. Alors d'abord, moi je suis pas très étonné que les propositions d'éco-gestes soient ceux qui n'aient pas d'impact, que ce soit par déni, par mensonge ou par oubli. On ne souhaite pas changer, enfin le système s'auto-préserve et ne va pas proposer des systèmes pour de lui-même changer. Enfin, ça n'aurait pas ça ne serait pas un système qui perdurerait. Donc ça, c'est pas très étonnant. Mais est-ce que les vieilles logiques, parce que pourquoi fallait faire des enfants en 1870, c'était pour reprendre une revanche sur l'Allemagne. Après 1914-1918, c'était pour repeupler la France etc. Donc on comprend bien la logique d'avoir des troupes. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est les hommes qui y allaient. Donc on voit bien la logique de domination, de testostérone, je dirais, les enjeux qui sont derrière. Il y a aussi cette logique de croissance. Une population qui croît consomme plus, une population qui décroît, comme le Japon, comme l'Allemagne, comme l'Italie, c'est une société qui se transforme avec des gens, des anciens, qui consomment mais moins, etc. Donc on voit bien qu'il y a le dogme de la croissance absolue, toujours sacrée, amène à devoir faire plus d'enfants. Mais ces contraintes-là de croissance de l'économie, ces contraintes de compétition entre les nations, et donc sous-jacente de regarder qui a la plus longue, je parle de la taille de la population, bien sûr, jouent toujours. Donc, comment répondre à ceux qui sont angoissés, je ne sais pas moi, d'un grand remplacement, parce que la population européenne diminuerait, alors que d'autres populations augmenteraient. Comment répondre aux gens qui disent oui, mais bon, les Russes, ils sont quand même plus nombreux que nous, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce qu'elles existent encore, ces logiques. Franchement, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. Pour moi, c'est un non-sujet. Je me sens tout simplement citoyenne du monde et que la population humaine dans un siècle soit noire, verte ou jaune m'importe bien peu. Pourvu qu'il reste des humains. L'enjeu, il est là aujourd'hui. Oui, sur ce point, on est d'accord. J'espérais une réponse plus... Peut-être que vous avez une réponse à votre... Non, moi, je n'ai pas de réponse. J'ai la même réponse, donc c'est pour ça que je posais la question. C'était pour voir si je pouvais rendre mes réponses à moi plus trapues. Laurent, tu veux nous sortir de cette impasse?
Non, je pense que c'est une question d'éducation, c'est-à-dire que on ne légiférera pas envers les gens qui ont des pensées racistes ou des rhétoriques racistes. On les convaincra peut-être en imposant d'autres récits. C'est une question d'éducation. De même, à mon sens, passer vers une transition démographique où on serait moins nombreux sur Terre repose davantage sur l'éducation que sur l'obligation. C'est aider les femmes à accéder aux politiques de planning familial et ne plus les laisser démanteler dans les pays à forte natalité. C'est cesser de les obliger à en avoir pour des raisons sociétales ou des raisons de domination masculine. Donc, c'est une question en fait d'éducation et d'émancipation dans tous les cas, davantage que des solutions toutes faites. Je voudrais en venir en fait à la deuxième partie du coup, c'est-à-dire le travail spécifique de Gwenine, puisque tu fais des conférences gesticulées, peut-être expliquer ce qu'est une conférence gesticulée, et puis progressivement, comment tu en es venu à cette idée-là. Et l'idée initiale, si j'ai bien compris, c'était d'expliquer les notions de transition. Donc, qu'est-ce que tu entends par transition et comment est-ce qu'on les passe justement en conférence? Ce qui rejoint quelque part la question de Laurent, c'est une question d'accéder à des outils d'information pour de diffuser en fait des messages. Voilà. Donc la première question, c'est quoi une conférence gesticulée? C'est intriguant comme terme. Alors, on a l'habitude de définir la conférence gesticulée en disant que c'est un mélange de savoir chaud et de savoir froid. Le savoir froid, c'est le savoir théorique qu'on est tous capables d'aller trouver dans des livres et sur Internet à condition de savoir lire. Il n'y a pas besoin d'être bac+10 pour faire une conférence d'1h30. Quand on est passionné par un sujet, on sait trouver les éléments et avoir de quoi parler pendant 1h30. Et le savoir chaud, c'est notre expérience personnelle qui vient vraiment donner corps au sujet que l'on porte. C'est une chose de parler de statistiques de femmes battues, c'est une autre histoire que d'entendre comment une femme en arrive à se retrouver coincée et à pas réussir à partir. On peut avoir la même chose dans la souffrance au travail, qui est un thème aussi de conférence gesticulée. Moi, mon thème, c'était la question de l'effondrement. Et le fait de pouvoir mettre du savoir chaud, c'est-à-dire mon vécu sur cette question-là, en tant que militante écologiste, me permettait de mettre des émotions. Parce que des scientifiques qui sont complètement dans leur rôle de scientifique, costard, cravate, qui nous expliquent, vous voyez, la carte, la Bretagne deviendra une île à cause de la montée des eaux du niveau des océans, sans avoir la moindre expression d'émotion. Pour moi, ça provoque un décalage cognitif de la part du public. Voilà. Moi, ça me permet d'aborder le sujet en hurlant de terreur, en exprimant ma colère, en exprimant ma tristesse. Et donc, mon objectif, c'était de sensibiliser à cette question-là d'effondrement. C'était en 2015 que j'ai commencé cette conférence. Et puis, j'ai une seconde partie au sein de cette conférence qui s'appelle « Ce n'est pas la fin du monde », qui montre aussi qu'on a des éléments évidents que nous sommes en train de vivre un changement de civilisation. Comme il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'humanité, où la façon de penser d'une société entière, les croyances, ce qui fait vraiment une unité dans une société, évolue à un moment, un changement de civilisation, et ça se fait sur un siècle, voire un siècle et demi. Et donc, de retrouver l'espoir dans un changement qui peut être à un moment une forme de basculement, parce que la période est propice à ça. On est en train de vivre un changement de civilisation. Donc, il est possible qu'on aille vers une civilisation bien meilleure, qui corresponde à nos rêves. Il n'est pas impossible que la civilisation suivante ressemble à le pire de nos cauchemars. Et en fait, on a un sentiment d'impuissance quand on pense à l'effondrement. Et moi, je montre qu'on est aussi dans un moment clé de l'histoire où on a vraiment nos actions au jour le jour, elles peuvent avoir un impact réel sur la société de demain. Alors évidemment, individuellement, notre influence n'est pas énorme, mais elle est déjà largement plus importante que ce que nos grands-parents auraient pu faire. Et quelle est la place de l'écoféminisme dans cette réflexion? Est-ce que tu fais des conférences déjà sur l'écoféminisme? Est-ce que tu pourras après nous en parler un peu plus largement?
Alors, sur cette première conférence sur l'effondrement, je dis juste que ça fait partie du changement de civilisation. On voit clairement que le rapport homme-femme est en train de se rééquilibrer, hein, même si on n'est pas arrivé au bout du chemin. J'ai une deuxième conférence depuis un peu plus d'1 an, donc vous imaginez le mal que j'ai à la représenter en public, qui s'appelle « En avoir ou pas », quand la cause féministe rejoint la cause écologiste, hein, sur le sujet dont on a parlé en cette début d'interview. Et je prépare une troisième conférence sur l'écoféminisme pour montrer la richesse de ce mouvement d'écoféminisme, parce que moi, en tant qu'écologiste, j'avais un peu un sentiment qu'il n'y avait plus d'idées nouvelles, un sentiment d'essoufflement. Et là, l'écoféminisme m'amène à prendre du recul, à peut-être un petit peu mieux comprendre les causes du problème, et donc à partir de là, trouver des solutions et puis surtout retrouver un élan militant. Voilà, l'écoféminisme fait remonter une partie du problème, hein, clairement, hein, c'est pas l'entièreté, mais à la sortie du Moyen-Âge, à la Renaissance, où ce sera à ce moment-là, donc au début du capitalisme aussi, hein, où dans la société, le rapport homme-femme est venu un petit peu se déséquilibrer à plusieurs niveaux. Entre autres, il y a eu la chasse aux sorcières, hein, qui a été l'extermination de milliers de personnes, dont 80% étaient des femmes. Voilà. Si vous me donnez le temps, je peux en dire un petit peu plus sur cette question-là, hein. Entre autres, les femmes qui ont été exterminées considérées comme sorcières. Donc, rappelons quand même, hein, que c'était les inquisiteurs qui les accusaient de forniquer avec le diable, hein. Je ne pense pas que les femmes se revendiquaient du tout de ça. Certaines étaient d'anciennes sages-femmes, c'est-à-dire des médecins, des femmes médecins populaires, qui savaient, entre autres, espacer les naissances, voire faire des avortements. Et donc, à la sortie du Moyen-Âge, donc à la Renaissance, hein, on a remplacé ce savoir populaire de médecine, de santé, tenu par les femmes, par des hommes qui, en fait, n'y connaissaient pas grand-chose, mais par contre, eux, ils se mettaient toujours du côté des naissances et non pas du côté de la femme. Et donc, on a vu passer le livre de Silvia Federici. Elle montre aussi qu'en fait, la répartition des tâches était très certainement déjà genrée, c'est-à-dire que les hommes s'occupaient du travail à l'extérieur de la maison et les femmes de ce qui se passait dans la maison. Ceci dit, il y a également, on voit la liste des métiers qui étaient accessibles aux femmes au Moyen-Âge, c'était quasiment la même chose que pour les hommes, donc en fait, il y avait un équilibre qui était là. Et en fait, à la fin du Moyen-Âge, il y a eu la peste noire, hein, ça fait écho avec l'actualité. Il y a eu entre 30 et 50% de la population européenne qui est morte de la peste. Et donc, il y avait un gros besoin de repeupler. Les seigneurs avaient besoin de repeupler. Et donc, ils se sont fait aider du clergé qui, au moment du Moyen-Âge, ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des moyens d'espacer les naissances, puisque, évidemment, des familles trop nombreuses mettaient les gens dans une extrême pauvreté. Et donc, c'est à partir de la Renaissance qu'il y a eu un rejet ferme et fort de la contraception. Je m'embrouille un petit peu, hein. Et puis également, donc voilà, que le travail fait par les hommes à l'extérieur de la maison, celui-ci, il a été rémunéré par les seigneurs. C'est à ce moment-là qu'on met ça en place. Parce que je vais pas rentrer dans toutes les explications. Alors que le travail fait à la maison par les femmes, qui consistait à prendre soin de la santé des hommes, de les nourrir et puis également de produire de la main-d'œuvre, celui-ci, il n'a pas été rémunéré. Et donc, ça a mis aussi en opposition les hommes et les femmes au sein du couple, alors que l'unité était forte et les luttes sociales, elles se faisaient ensemble. Et elles étaient également pas mal portées par les femmes au Moyen-Âge. Donc voilà, la chasse aux sorcières est peut-être un moment fort où vraiment on a fait taire les femmes, on les a assignées aussi dans un rôle de reproductrice.
Et on a mis en opposition hommes et femmes au sein même de la classe dominée. Donc faire une classe dominée en plus de celle des pauvres. Alors, les origines sont très débattues. Hein. D'autres parlent aussi du droit romain contre le droit germain comme droit périphérique laissant plus de place aux femmes et qui aurait été plus majoritaire, coutumier durant le Moyen-Âge. Et puis, il y a d'autres théories aussi sur le contenu biblique des prescriptions et l'interprétation de la Bible au Moyen-Âge et au début des temps modernes, donc à la Renaissance. Mais je voudrais dériver plutôt que de rester sur une histoire où il y a beaucoup de débats, sur le moment contemporain, parce qu'aujourd'hui, finalement, dans l'écoféminisme, on parle aussi de sorcellerie. Mais qu'est-ce qu'on entend par sorcellerie? C'est une des choses qui surprend le plus, en fait, la première fois qu'on est face à ce mouvement, on entend dire qu'il y a des sorcières aujourd'hui. Donc, à quoi ça réfère exactement? Alors, je m'étais déjà un petit peu intéressée précédemment, et puis j'ai été faire 3 jours de rituel avec Starhawk. Starhawk, elle se revendique sorcière, et en même temps, en tant que militante écologiste, elle est vraiment au front de toutes les grosses manifestations. Et donc, moi, j'ai un esprit je suis attachée à la rationalité, et donc j'ai été voir ce qu'elle appelait des rituels. Et pour moi, on est plus de l'ordre du développement personnel. J'ai reconnu tout à fait des pratiques toutes simples que je pratique en Qigong et qui effectivement nous transforment de façon subtile, mais de façon réelle. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu qui relevait de la magie. Hein. Elle-même le dit, hein, si par nos rituels, on arrivait vraiment à changer le monde, ça ferait longtemps que ça irait mieux. En fait, il s'agit pour moi beaucoup plus d'exercices qui renforcent une conscience personnelle de puissance personnelle, de se sentir plus fort, et puis également une conscience collective de la puissance qu'on peut avoir. Et puis des rituels, voilà, de se reconnecter avec la nature, parce qu'on ne défend bien que ce qu'on aime. Et voilà, de passer du temps et de mettre de la conscience sur le lien avec la nature, eh bien, ça transforme. En fait, au même niveau que l'art. C'est-à-dire que l'art ou ces rituels-là ont la capacité, simplement dans la symbolique, certes, de faire un changement dans la symbolique, mais ce changement-là, il prend corps aussi dans la réalité. Quand nos consciences ont changé, il y a quelque chose qui a vraiment changé dans le monde, ou en tout cas de l'espoir que ça change à l'avenir. Et voilà, et de ramener aussi de la spiritualité dans nos actions et dans notre lien à la nature, en fait. On entend dire aujourd'hui, avec la plus grande visibilité des revendications féministes, hein, je pense à MeToo, je pense à d'autres choses que l'on entend, que le patriarcat serait en train de reculer. Est-ce que tu ressens ça, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de lutte à mener? Moi, j'ai le sentiment que je suis jeune hein, pour savoir le chemin parcouru. J'ai le sentiment qu'on a parcouru 50% du chemin. Il ne faut pas nier qu'il y a eu des évolutions qui sont très très fortes. Quand on entend qu'une femme sur 2, ou à minima une femme sur 3, subit au moins une agression sexuelle dans sa vie, on est vraiment sur un non-respect total de notre intégrité, tout comme on ne respecte pas l'intégrité de la planète. J'avais autre chose à dire, mais ça m'est sorti de l'esprit. Si, j'avais envie de reparler de quelque chose que j'ai mis dans le texte. Dans le fait de respecter la nature, c'est aussi respecter sa propre nature. Les femmes sont naturellement avec des poils sur le pubis, des poils sous les bras. En fin de confinement, j'avais des poils aux jambes qui faisaient facilement 2 cm. Tout ça, c'est la nature. Et de même pas respecter sa propre nature en soi pose question sur notre capacité de respecter la nature au sens plus large de cette question-là. Et j'en profite pour dire que la pilosité, c'est quelque chose que la nature a mis sur les femmes pour qu'on différencie bien une femme impubère
donc il n'est pas prêt à avoir des relations sexuelles, d'une femme qui l'est. Et ça me questionne beaucoup le fait que l'idéal féminin aujourd'hui soit de ne pas avoir de poils. Les hommes aussi se rasent, mais on est d'accord, il y a quelque chose de très perturbant de ce côté-là. Vraiment, je suis d'accord avec cette idée. Je voulais faire le lien, on est d'accord que actuellement, la civilisation globale, mondiale, capitaliste, extractiviste, enfin on peut lui coller tous les adjectifs, va vers une impasse et qu'il va falloir absolument changer de modèle et que, contraint ou forcé, on le fera. En quoi l'écoféminisme introduit des points positifs pour un modèle plus adapté, en tout cas? Est-ce que tu pourrais nous donner clairement, je dirais point par point, en quoi on a besoin de ce point de vue-là pour réviser nos modèles et en faire quelque chose de plus durable? Je pense qu'un des éléments qui est vraiment central dans l'écoféminisme, je vous dis, hein, c'est vraiment un mouvement qui est très varié, c'est le respect du vivant. Voilà, il y a des mouvements de femmes qui n'étaient pas écologistes au départ et qui se sont affolées parce qu'en tant que femmes, elles se retrouvent à être responsables de la santé de leurs enfants et elles voient les dégâts de la pollution sur leurs enfants. Donc c'est vraiment se reconnecter à ça. C'est-à-dire c'est quoi qui est essentiel finalement au monde? C'est le respect du vivant. Que le reste, le PIB, etc., ça ne devrait que éventuellement servir cette cause-là, mais de remettre les choses à leur bonne place, quoi. Donc, deuxième question qui découle directement de la première. On est aujourd'hui dans un système de domination. Je suis d'accord que les hommes sont en position dominante, mais on a aussi des dominations sociales, on a tout un tas de dominations. À bien des égards, je fais partie de classe dominante. Hein. On est d'accord, le simple fait d'être européen nous place dans une position de domination, qu'on l'ait choisi ou pas, ou qu'on l'assume ou pas, c'est ainsi. Est-ce que, comment convaincre? C'est une vraie question, parce qu'il faudra démonter l'ancien système avant, ou alors on attend qu'il tombe et il fera beaucoup de dégâts en tombant, ou alors on essaye de le démonter tant qu'on a des ressources pour essayer de passer à autre chose. Comment convaincre des dominants, que ce soit des hommes de moins dominer les femmes, voire de plus du tout dominer les femmes, ça serait encore mieux, que des classes sociales dominantes qui sont les plus gros pollueurs de par leur mode de vie lâchent des choses, que tous ceux qui tiennent un bout du truc à leur avantage, je dirais égoïste, lâchent pour mieux respecter ceux qui en ont moins. Comment arriver à ça? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as des propositions? Alors, est-ce que tu as eu des suggestions en route de tes chemins ou au cours de tes conférences? Est-ce que tu as entendu des idées qui pouvaient... Alors moi, j'avais envie de rebondir sur la façon dont les écoféministes ont agi dans les années 70-80 et agissent encore aujourd'hui, avec des formes symboliques, c'est-à-dire des actions militantes non violentes qui viennent mettre en lumière les aberrations du système. Je crois qu'elles étaient 2000 femmes en 1980 à aller au Pentagone et elles ont fait des toiles d'araignée avec des fils de laine puisque le tricot serait réservé aux femmes. Et donc de voir comme ça des militaires s'attaquer et trouver qu'il est extrêmement dangereux de faire ça. Donc elles étaient également déguisées pour représenter différents symboles. Je trouve que ça permet de faire prendre conscience de manière plus large, plus collective, des problèmes qu'il y a. Voilà, je pense que ça passe par une prise de conscience. Il m'est revenu une réponse à la question précédente aussi. Qu'est-ce qui est central dans l'écoféminisme? C'est les émotions. De redonner de l'importance aux émotions. Et donc, ces petits jeux-là, enfin, c'est loin d'être des jeux, hein, parce qu'il y a du danger à faire des actions non violentes. Elles amènent aussi un questionnement, une remise en question. Voilà. Je suis assez d'accord. On voit bien, par exemple, que dans les grandes entreprises, alors qu'on a des sujets qui sont hautement
émotionnel. Hein. Je veux dire, la conquête d'un marché, c'est une conquête. Hein. Donc, on fait appel à certaines valeurs et pas d'autres, mais en fait, on dit qu'on est rationnel et qu'on ne fait appel à aucune émotion, ce qui est complètement faux. Ce qui amène les gens en burn-out parce qu'ils sont obligés de nier ce qu'ils ressentent eux-mêmes, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a un lien. On voit bien qu'il y a une société qui pourrait accepter les émotions, bien qu'on sache aussi que des émotions incontrôlées peuvent avoir leurs propres dangers, tout comme la rationalité pure et dure a ses propres dangers, on les mesure pleinement. Alors, rien que notre discussion le montre, hein, qu'on est en terre un petit peu inconnu. Est-ce que historiquement, on a des modèles? Est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui gèrent ça mieux que nous? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que tu as des idées, puisqu'il va falloir changer, mais qu'on s'avance dans terrain inconnu, que même notre discussion la tâtonne dans le mystère. Est-ce que tu as des idées de direction où regarder? Pour nous, pour les auditeurs, pour moi, qui patauge complètement avec ces questions? Alors, on patauge tous, hein, quand on se questionne sur l'effondrement, on cherche tous des pistes de solutions. Voilà, moi j'ai envie de creuser ce dont on a parlé, hein, le livre de Silvia Federici, sans dire que le Moyen-Âge était un monde idéal, hein, mais je pense que même au sein de notre localement, quoi, en Europe, voilà, moi j'aimerais re-questionner comment c'était avant, qu'est-ce qu'il y avait de bon et qu'on a mis de côté. Voilà, là en ce moment il se pose des grandes questions de santé, par exemple. Or, moi j'étudie les plantes médicinales et je vois déjà sur des maladies chroniques des améliorations qui sont nettes grâce à des plantes médicinales. Quand j'entends dire qu'il n'y a pas de traitement pour le Covid, moi je sais quelle plante je prendrais juste pour soutenir ma santé le jour où ça viendra. Voilà, je pense qu'il y a les civilisations anciennes avaient un rapport à la nature qui était beaucoup plus proche, beaucoup plus sain. On est censé savoir être plus autonome dans nos fonctionnements que de dépendre toujours d'une production industrielle artificielle. Je pense que les clés, on les a, et c'est même pas forcément un retour en arrière, parce qu'on va pas mettre de côté tout le savoir intellectuel que la civilisation moderne nous a apporté. On va juste faire le tri. C'était quoi qui a été bien que le siècle précédent nous a apporté, et c'est quoi qui nous a fait plus de mal que de bien. Alors, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur le Moyen-Âge qui aident à l'envisager, au moins au niveau mental et au niveau environnemental, de différentes façons. Hein. Il y a Fabrice Moutot qui a fait un excellent livre sur l'environnement au Moyen-Âge. On a aussi des livres qui travaillent sur les processus mentaux et leur lien avec l'économie contemporaine, ainsi que les rapports de genre. Je recommande tout particulièrement Alain Bourreau et Sylvain Piron pour leurs ouvrages récents. Et je pense qu'on pourrait vraiment élargir cette question et ne pas vraiment en débattre longtemps. Mais je voudrais plutôt partir vers le futur maintenant. Pour une troisième partie, c'est quelque chose qui est plus à la limite tangible. Comment vois-tu, penses-tu que le monde pourrait évoluer dans les années à venir? C'est une vaste question et ça va dépendre de mon humeur du jour. J'ai toujours l'espoir d'une prise de conscience forte et collective. Il n'est pas du tout impossible qu'on soit aux portes de cette prise de conscience et qu'on aille vers un mode de vie plus sobre, plus respectueux du vivant, plus démocratique. Mais je crains qu'on n'échappe pas à une période de chaos extrêmement fort. Voilà, le monde passé ne va pas se laisser faire tout seul. Et on le voit, hein, les tensions augmentent fortement. Hein.
à tout niveau. En d'autres termes, par rapport au scénario possible, dans Collapsus, on évoquait 2 scénarios. On a demandé à Hugo Bardi d'exposer l'hypothèse d'un effondrement systémique et à Philippe Biwix d'exposer son hypothèse d'une érosion lente de l'existant. Tu penses que nous allons nous acheminer vers un choc systémique qui nous obligerait à repenser l'intégralité de nos fonctionnements, qui nous obligerait en fait pour des raisons physiques à complètement changer d'ici quelques décennies? J'ai pas d'expertise sur le sujet, je peux juste exprimer Mais mon même l'intuition sentiment. est très intéressante. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'on a été tellement loin, on a tellement résisté à l'effondrement que je pense qu'au moment où il va arriver, ça va être brutal. Après, quand des gens me disent c'est dans l'année qui vient, moi je me rappelle que c'est en 2003 que j'ai tout plaqué dans ma vie en me disant, parce que j'ai pris conscience des dégâts écologiques et je me suis dit il nous reste plus que 10 ou 15 ans à vivre. Donc visiblement, mes calculs étaient complètement faux. Donc aujourd'hui, je suis incapable de dire si l'effondrement il va être demain. C'est possible. La première semaine de confinement, en fait, j'étais juste sidérée. Je n'ai juste rien fait. Je me suis dit, ça y est, c'est maintenant. Et puis après, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai repris ma vie. Et je pense que c'est ça aussi qui freine le changement, c'est qu'on ne sait tellement pas vers où on va, à quelle vitesse ça va aller, quand est-ce que ça va se produire, qu'au final, eh ben, on continue notre vie comme si de rien n'était, même si on a conscience des enjeux. Dans l'hypothèse d'un effondrement, est-ce que tu penses qu'il subsistera de la solidarité entre communautés? Est-ce que tu penses qu'on peut refonder des communautés à échelle réduite ou peut-être même à plus grande échelle? Est-ce que toi, ta position, ce serait rester dans les villes parce qu'elles seront capables de capter des ressources ou fuir à la campagne pour essayer d'être en autonomie, en communauté autonome? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut fuir dans les campagnes ou aller dans les villes? En tout cas, pour ce qui est de la solidarité, c'est ce que l'histoire a plutôt montré. Il y avait une solidarité au moins entre communautés, peut-être des tensions envers les autres communautés. En tout cas, premièrement, ça se prépare, la solidarité. Et donc, pour ça, il faut créer des espaces de convivialité, de dialogue, de culture, ce qui nous est interdit depuis 9 mois quand même. Et ensuite, moi, par rapport à des gens qui disent qu'il faut se défendre, son potager et tout, moi, j'ai même pas envie de le vivre. Voilà, vivre en défendant mon potager avec des armes à feu, voilà, j'ai vécu 40 ans, ce qui est déjà largement plus que la moyenne de vie des humains par le passé. Et voilà, quoi. Moi, cette vie les uns contre les autres, elle ne m'intéresse même pas. Donc, en dehors de la solidarité, point de salut. C'est une remarque très juste en même temps. Dire qu'à 40 ans, on a vécu plus que la moyenne des humains antérieurs. Tu évoquais tout à l'heure les savoirs ou la possible harmonie que les sociétés antérieures avaient avec leur environnement. Il faut aussi se rappeler qu'effectivement, quand on fait des séries statistiques, on se rend compte que plus d'un enfant sur 2 mourait avant 5 ans, avant l'invention de la médecine moderne et de l'hygiénisme moderne. Et que finalement, l'espérance de vie, suivant les époques et les pays, suivant les conditions environnementales, oscillait entre 32 et 37 ans sur les séries que l'on peut reconstituer sur les derniers millénaires. D'où ça m'amène à une question intéressante. C'est dans l'écoféminisme, pour autant que je me rappelle, certaines des théoriciennes lient en fait l'émergence du patriarcat à divers événements historiques, notamment à l'apparition du néolithique. Est-ce que tu penses que de telles réflexions peuvent encore nourrir aujourd'hui une réflexion sur le futur, sachant que le néolithique a permis d'initier justement l'explosion démographique dont on parlait avant?
la Terre pouvait accueillir un nombre limité de chasseurs-cueilleurs, de l'ordre de 5 millions, a-t-on calculé, peu importe, on pourra en discuter, mais c'est une limite physique qui est en tout cas bien inférieure aux 8 milliards que nous allons atteindre prochainement. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir, est-ce que le futur pourrait être un retour vers un passé plus harmonieux avec la nature, ou est-ce qu'il faut le réenvisager quand même avec des apports technologiques ou sociétaux post-néolithiques? Alors, je n'envisage pas un retour à une société du type paléolithique de chasseurs-cueilleurs, hein, loin de là. Qu'est-ce que je voulais dire sur cette question? Je voulais quand même dire que c'est toi, Laurent Testo, l'expert journaliste en histoire, bien plus que moi sur ces questions-là. Mais oui, ce que ça me rappelle, en fait, c'est que le paléolithique, il n'y a aucun doute que les humains faisaient partie de la nature. En étant chasseur-cueilleur, voilà, on est un prédateur comme les autres qui peut être aussi devenir une proie pour d'autres animaux. Alors, il ne s'agit pas du tout dans mon idée de revenir à ça. Je ne le souhaite pas et ça ne me semble pas possible d'oublier tout le savoir acquis par l'humanité en quelques millénaires. Mais juste de rappeler un slogan féministe, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Et donc voilà, revenir à ce moment paléolithique où nous étions la nature. Et il ne s'agit pas de créer des espaces artificiellement complètement préservés. Et puis la planète a déjà tellement changé, pour ne pas prendre des termes trop négatifs sur l'état dans lequel elle se retrouve, que ce retour en arrière-là n'est pas du tout envisageable. Oui. Ma question n'était pas un piège, c'est qu'en fait, que ce soit en histoire et singulièrement en histoire globale, c'est-à-dire une histoire qui s'intéresse aux évolutions de l'humanité sur le temps long, et en archéologie, il y a une surreprésentation, en tout cas pour les personnes qui diffusent leur savoir, une surreprésentation des hommes blancs et âgés dans cette discipline. Donc je trouvais intéressant d'avoir une autre réflexion. Il y a quelques chercheuses, c'est pas pour minimiser, en archéologie, on a Marilène Patoumatis, il y en a Claudine Cohen, etc., qui travaillent sur la place de la femme dans la préhistoire. Mais malgré tout, on a relativement peu de choses et souvent une façon très cloisonnée de raconter la même histoire. C'est-à-dire que, à t'écouter, je ne reconnais pas l'histoire, mais je reconnais que l'histoire que j'ai étudiée a été écrite par des hommes. C'est aussi pour ça que je trouve intéressant, de mon point de vue, qui voudrait pratiquer la transdisciplinarité, d'essayer d'associer des récits féminins et des récits masculins du passé. C'est peut-être aussi une façon d'envisager un avenir ensemble. Ce serait que chacun soit plus à l'écoute en fait des récits faits de part et d'autre. Et en même temps, je reconnais que la position de subordination qu'ont beaucoup de femmes dans l'espace public et l'espace académique ne rend pas l'élaboration d'une telle histoire si facile. Donc, ceci pour dire donc l'avenir sera multifacette, mais qu'il faudra aussi effectivement apprendre à travailler une science plus large, y compris d'un point de vue genré. Oui, quand on cherche à avancer, à faire preuve d'intelligence collective, il s'agit d'écouter le point de vue de l'autre. Je pense que l'histoire est loin d'être une science exacte et que le résultat se retrouve sûrement entre les deux. Voilà. Mais de là à remettre en question le travail des historiennes femmes en disant que leur point de vue n'est pas objectif, c'est un petit peu rude, je trouve, pour ces historiennes-là. J'ai une question de boomer, mais parce que je n'essaye de ne pas être un boomer, hein, soyons clairs. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un futur, au contraire, où les dominations sont renforcées, où les classes sociales supérieures, ne voulant pas perdre leurs avantages,
ferme le débat, envoie la police dans la rue pour éviter le dialogue, la discussion, la contestation. Un scénario hypothétique, pas du tout réaliste, et où on retournerait en arrière, on renforcerait le pouvoir des hommes sur les femmes. On a vu la Servante rouge. Enfin, il y a des scénarios dystopiques qui se passent dans un futur effondré où les femmes sont des ventres, etc. Et où, donc ça, c'est ma question. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ça? De facto, je l'ai fait, donc ça doit être possible. Mais quasiment 50% de la population terrestre humaine, les femmes, ont tout intérêt à miser sur autre chose que le renforcement des vieilles tendances et à passer à autre chose. Oui, donc on est d'accord sur le constat initial, c'est-à-dire que le modèle passé se débat, cherche à se renforcer. Les dominants profitent de leur avance actuelle. Après, à aucun moment, moi, j'entends les femmes chercher à prendre le pouvoir et à renverser les choses à leur intérêt. C'est toujours une recherche d'équilibre. Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça qu'on avance si lentement. Si on était plus radical, mais c'est pas du tout l'intention. En fait, un des messages des écoféministes, c'est de dire nous ne cherchons pas à prendre le pouvoir. Nous cherchons à retirer le type de pouvoir de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Et voilà, le problème, c'est qu'actuellement, ils sont au pouvoir et que les méthodes que nous tenons à appliquer sont des méthodes en cohérence avec l'objectif final que nous recherchons. Donc, du respect de l'autre. Respecter celui qui ne vous respecte pas, c'est difficile. Et oui, mais voilà, d'être en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on prône, c'est la moindre des choses. Oui, encore une fois, je suis d'accord. Je pense qu'on va pouvoir conclure parce que oui, très d'accord. Alors, oui, je voulais juste éclaircir ma position. Je ne suis absolument pas contre les recherches féminines. Je pense qu'elles sont fondamentales. Je regrette que l'anthropologie ou l'histoire n'aient pas encore fait leur révolution éthologique, je dirais. J'aime bien citer l'histoire des chimpanzés. Les premiers hommes qui ont étudié les chimpanzés à l'état sauvage et ont vu des sociétés guerrières avec des mâles dominants. Ensuite, ils ont formé une génération d'éthologues femmes. Certaines sont très connues aujourd'hui, qui, elles, on peut observer justement des jeux politiques et le rôle des femelles structurant justement ces sociétés chimpanzés, faisant et défaisant les chefs par des jeux d'alliance, etc. Donc un autre regard qui effectivement a réformé complètement cette discipline et a amené in fine à nourrir les débats sur l'intelligence animale et à se rendre compte que le propre de l'homme, ou plus exactement de l'humain, c'était pas aussi évident que l'on avait dans notre propre regard. Il y a une dimension en revanche parfois très mystique dans certains travaux que j'ai pu consulter. Donc c'est juste que j'essaye de concilier ce mouvement très compliqué qu'est l'écoféminisme, parce que Gwenine, dans ton article, toi-même, tu dis que les sources de l'écoféminisme, il y a relativement peu de livres savants structurés, mais plutôt des happenings. Il y a des choses qui jouent sur l'émotion. Il y a des discours, voilà. Et parfois, c'est une œuvre déroutante qui ne s'applique pas forcément au canon du savoir scientifique tel qu'on le connaît. C'est aussi pour ça que je trouve très intéressant de faire irruption avec cette matière-là qui ne se laisse pas cataloguer facilement. Voilà, et je voulais préciser ma position là-dessus. Alors, je ne sais pas si tu veux réagir à cette dernière intervention. En tout cas, que c'est une volonté de leur part de casser les codes et de ne pas rentrer dans ce jeu académique, et qu'à chaque fois qu'on a voulu les faire rentrer dans ce jeu académique, en fait, ça a créé plus de mal que de bien en leur sein. Voilà, en fait,
en fait, en faisant un travail académique, on rentre dans quelque chose d'assez binaire, de bien ranger les gens dans des cases, ou les idées, hein, en tout cas, dans des cases. Et justement, elle cherche à faire du lien, à tisser du lien entre différents domaines. Et c'est compliqué par rapport à notre mode de pensée cartésien d'aujourd'hui. Et on peut même dire masculin, d'ailleurs. Oui, j'avais pas envie de relancer le débat sur mais qui est il faut- Descartes, à quel moment ça s'est passé, quelles étaient les idées sous-jacentes à tout ça. Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut partir du constat fait sur l'anthropologie et l'étendre jusqu'à toute notre civilisation en se disant que c'est ce qui va changer si on veut survivre, c'est des fondamentaux aussi essentiels que ça, à tel point que on est incapable, là, dans notre simple discussion, de clairement les avoir en tête et de les expliquer, parce que peut-être ils sont inexplicables, en tout cas avec les paramètres qu'on a aujourd'hui en main. Ça s'appelle un changement de paradigme. Du coup, une fois qu'on est passé dans l'autre, on ne comprend plus l'ancien, et tant qu'on est dans l'ancien, on ne comprend pas le futur. Ouais, et que parfois, c'est en passant par la poésie que le message il va le plus directement au cœur, je parle aux émotions, que par la partie rationnelle. Et clairement, je suis un petit peu en difficulté, moi, d'exprimer toutes ces idées-là, comme ça, dans une interview. Qui est une forme masculine menée par deux hommes en plus. Donc, on a du mal à casser le cadre en restant dans le cadre. C'est des tâches quasiment impossibles. Mais on peut au moins esquisser qu'il y a un hors-cadre. Ouais, et je vous en remercie. Merci à toi. C'était vraiment chouette d'inviter l'écoféminisme au sein de ce livre Collapsus, parce que là, on n'en a pas trop parlé, mais vraiment, l'écoféminisme, il est apparu dans les années 70-80, au moment où il y a le rapport Meadows, hein, dont on parle pas mal dans la question de l'effondrement. C'est aussi au moment des accidents nucléaires, et même pire que ça, le risque de guerre nucléaire au moment de la guerre froide. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était très fortement présent, quoi. La peur de la fin du monde était vraiment présent au moment de l'émergence de l'écoféminisme, et il renaît actuellement, l'écoféminisme, en parallèle de la prise de conscience sur le risque d'effondrement. Donc le lien est là. Mais moi, j'y vois un réflexe très très primaire de quand tout va mal et tout, la vie va venir des femmes. Et le dernier, peut-être même très masculin, le dernier trésor, c'est la féminité de la vie, enfin pour la vie, quoi, pour l'espèce qu'on est. On va se tourner vers les femmes en disant bon, là, on a tout foiré, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, là vous me remettez en difficulté parce que je serais plutôt du genre féministe matérialiste. Hein. Vous savez, il y a deux courants dans le féminisme, et l'écoféminisme on a accusé l'écoféminisme d'être essentialiste. Le courant essentialiste du féminisme dit qu'il y a une essence propre aux femmes, et que par exemple être proche des émotions, c'est propre aux femmes, et que les hommes sont un petit peu moins capables. Moi, je pense qu'on est tous capables, les uns comme les autres, d'avoir accès aux émotions. Et que certes, les femmes ont la capacité de mettre au monde. Déjà, toutes les femmes ne le font pas. Il y a des pères qui sont pères tellement fortement qu'il n'y a pas de doute. Enfin, voilà. On peut arriver à ça en commun. Mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, ce rapport au vivant est plus identifié comme féminin. Et c'est plus le rapport au vivant, pour moi, qui est central, que de dire c'est le féminin le plus important. Voilà. Je suis OK avec ça. Je suis moi-même pas. Je pense qu'il y a des continuums entre chaque opposé, et qu'il n'y a pas blanc-noir. Ça, on est bien. Ouais, et même homme-femme. Il y a des femmes-femmes et des hommes-hommes. Et puis, c'est pas si binaire que ça, même ça. On est d'accord. Ouais. Merci beaucoup, Gwenine. Alors, cette émission, je tiens à le signaler, a été enregistrée en différé. Elle sera diffusée 10 jours après son enregistrement, le 23 décembre. Et la semaine suivante, nous aurons le plaisir de recevoir Roland Gori,
et Dominique Bourg. Et Théo, à la technique, heureusement qu'il est là pour me surveiller, me demande si finalement il y a les 5 questions ou pas, les 5 questions rituelles. Donc effectivement, je vais poser ces 5 questions. Sauf que comme je les ai oubliées, est-ce que Laurent s'en rappelle? Sinon, je les pose dans le désordre. Ton prochain livre, si tu fais un livre? Alors, si je fais un livre, ce sera mon premier livre. Et en fait, j'ai mis par écrit ma deuxième conférence gesticulée, En avoir ou pas, parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension à faire venir ma conférence gesticulée sur le sujet de la démographie, de l'écologie, etc. Alors que moi, j'en tire plein de choses vachement positives et humanistes. Donc voilà, j'en ai fait un écrit et je suis à la recherche d'un éditeur ou d'une éditrice. Si quelqu'un est intéressé. Message lancé. Voilà. Ta pire inquiétude? Ma pire inquiétude, elle est sur le recul de la démocratie que je perçois à travers le monde, mais en France en particulier. Hein, ça commence à faire un paquet d'années qu'on est en état d'urgence permanent. Le confinement m'a paru disproportionné. Certes, le Covid est une maladie beaucoup plus grave qu'une grippe, hein, mais on pourrait y avoir des épidémies encore plus graves que celle du Covid. Je ne vois pas comment on pourrait encore plus nous priver de liberté que ce qu'on a déjà fait là, quoi. Et ton meilleur espoir? Mon meilleur espoir, eh bien, c'est ce changement de civilisation, qui, si ça se trouve, va arriver encore plus vite que l'effondrement. Un livre dont tu recommandes la lecture? Alors, moi, j'ai envie de recommander Dans la forêt de Jean Egland. Je ne sais pas si je dis bien avec l'accent, qui est un roman qui parle d'effondrement et qui a une fin qui est vraiment inspirante. D'accord. Et un film que tu recommanderais? Alors, j'ai envie de recommander le film qui s'appelle La Belle Verte, qui est sorti en 1995 et qui a fait un bide parce qu'il était arrivé beaucoup trop tôt par rapport à ce que le public était prêt à entendre. Moi, je l'ai revu 10 ans plus tard et j'ai vu qu'il m'avait vraiment marqué, qu'il offre une idée d'un avenir, même si on est sur de la science-fiction, on peut critiquer son manque de sérieux, etc. N'empêche que dans mon cœur, voilà, il m'a donné de l'espoir. D'accord. Ben, merci beaucoup, Gwenine. Et puis, j'invite également ceux qui sont intéressés pour suivre tes travaux à aller voir ton site. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site? Oui, alors c'est en fait en cherchant sur un moteur de recherche avec mon nom et mon prénom, on tombe dessus. Donc mon prénom c'est Gwenine, G-W-E-2-N-Y-N, et mon nom de famille c'est Tanguy, T-A-N-G-U-Y. Et donc mon site s'appelle gwenintanguy.jimdofree.fr parce que je passe par Jimdo. Merci et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.